Eh ben, bienvenue. Et donc, ce webinaire a pour objectif de vous présenter l'outil Carbon Tracker, qui est un outil simplifié pour comparer l'empreinte carbone de différents matériaux dans le cadre de rénovation énergétique. Et du coup, pour démarrer, je vais commencer par un contexte de pourquoi on a développé cet outil, qui a développé cet outil et dans quel cadre. Et donc, revenir un peu sur comment on en est arrivé là aujourd'hui. Donc, si tout se passe bien, je démarre. Alors, donc moi, je me présente, Estelle Dereaune, donc je fais partie de la structure Ressort et je travaille sur le projet européen Cosmireno. Et donc, je vais revenir un peu plus dans le détail sur qui est Ressort et Cosmireno. Donc, cet outil et le projet Cosmireno s'intègrent dans un contexte général qui est le besoin de rénover de manière plus performante et de manière plus massive, notamment pour répondre à des enjeux à la fois réglementaires pour atteindre la neutralité carbone en 2050, également des enjeux sociaux pour pouvoir répondre à la précarité énergétique, et également des enjeux climatiques pour lutter contre le dérèglement climatique et diminuer nos consommations énergétiques. Et, euh, et enfin, des enjeux d'approvisionnement en matériaux. Et donc, l'objectif, c'est d'atteindre en 2050 cette fameuse neutralité carbone qui, dans la filière du bâtiment, signifie d'avoir des étiquettes pour l'ensemble de notre parc, des étiquettes A, B et C. Et donc, aujourd'hui, ça représente environ c'est une accélération de plus de 10 fois les rénovations qui sont à faire. Le rythme de rénovation qu'on a actuellement. Pour atteindre ce parc A, B et C, ce serait à peu près faire 10 fois plus de rénovation. Donc, on a besoin de trouver des manières, des façons de s'organiser, des outils, des méthodes pour aller plus vite et faire des rénovations plus performantes. Et donc, c'est tout le cadre et la raison d'être de l'entreprise à mission Ressort, qui œuvre pour un habitat, pour tendre vers l'habitat net zéro, au travers de 3 volets d'action. Donc, c'est d'être tiers de confiance pour animer des dynamiques collectives et être entre l'offre et la demande pour faire en sorte que tout le monde se parle et qu'on puisse coopérer ensemble pour accélérer ces rénovations énergétiques. Développer des communs. Et donc ça, on va y revenir parce que cet outil fait partie des communs qu'on développe, donc à partir de retours d'expérience, à partir d'expertise, de MOOC, de guides qui sont mis à disposition de l'ensemble de l'écosystème pour pouvoir bénéficier de ces outils open source. Et enfin, une grosse partie de nos actions, c'est de rendre vraiment opérationnelles ces feuilles de route et donc d'accompagner concrètement des projets pilotes à se lancer, et de la mise en œuvre plus massifiée de ces rénovations. Et donc, Ressort porte le mouvement Energy Strong en France, et on est financé par les institutions, et donc notamment par les projets européens LIFE et Interreg. Et donc Cosmireno est un projet LIFE qui nous a permis du coup de développer cet outil carbone. Donc voilà pour le contexte de Ressort. Donc dans le cadre du mouvement Energy Strong, on porte ces sujets-là d'accélération des rénovations énergétiques performantes en France depuis maintenant les années 2018. On a vraiment commencé avec quelques projets pilotes plutôt à l'échelle d'une dizaine de logements, à vraiment aujourd'hui des milliers avec des programmes massifiés qui se lancent dans différentes régions, en Pays de la Loire, en Bretagne, en Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc du coup, avec vraiment de l'expérience qui est de plus en plus précise, et qui permet à l'ensemble de la filière de grandir. Et donc, on continue au travers de différents programmes européens, à lever les freins certains freins toujours existants. Donc là, vous pouvez retrouver les différents programmes européens sur lesquels on travaille actuellement, sachant qu'on en dépose
de nouveau chaque année. Et donc le programme Life Cosmi Réno, il a pour objectif de développer la coopération entre les PME du bâtiment. Et donc je vais rentrer un peu plus en détail sur, ce programme. Donc pourquoi Cosmi Réno? Donc le co pour coopération et SMI pour, PME en anglais. Et donc pourquoi avoir adressé spécifiquement ce public des PME? C'est parce que ça représente quand même un tiers de la main-d'œuvre en France, donc c'est la grosse masse des personnes qui œuvrent, heu, pour ces rénovations énergétiques. C'est des structures donc qui sont porteuses de solutions et de compétences techniques, qui sont agiles, mais qui sont souvent perçues, comme potentiellement fragiles et risquées et justement, hem l'objectif et l'ambition de ce programme, c'est aussi de pouvoir accompagner les structures pour qu'elles soient plus robustes, pour qu'elles, elles soient, plus accompagnées pour, pouvoir se positionner sur des programmes qui sont de plus en plus, de plus en plus importants avec plus de logements et de leur apporter, de les aider à avoir cette capacité, hem, à elles aussi, massifier, dans leur, façon de faire, dans les méthodes et dans les outils qu'elles utilisent. Et donc la coopération, bah, c'est pour, sortir des silos et travailler, ensemble avec vraiment, coopérer pour atteindre cet objectif collectif d'avoir un parc A, B et C d'ici 2050 et donc construire des partenariats pour développer des solutions intégrées et mettre en place des nouveaux modes d'organisation et donc basés davantage sur la confiance plus que sur la méfiance. Hem Donc comment faire 10 fois plus de rénovations performantes? Donc, les différents axes sur lesquels on travaille actuellement, dans le cadre de ce programme et donc oui, je ne l'ai pas dit, je ne l'ai pas précisé, mais Cosmi Réno, ça a démarré il y a maintenant 2 ans et donc il nous reste encore 1 an. Les programmes, c'est, généralement, sur des durées de 3 ans et donc il nous reste encore, 1 an pour continuer à développer ces différents axes et donc certaines de nos actions sont terminées comme l'outil carbone qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc on travaille sur plusieurs axes, donc sur des méthodes de coopération, voilà, il y a des techniques vraiment qui aident à développer cette coopération interacteur, et des méthodes qui vont faciliter pour, que les personnes se comprennent mieux, communiquent mieux, sachent, quelle est l'intention dans le fait de participer à un projet et cetera. On va rentrer dans le détail. On a toute une partie sur, le développement de la garantie de performance et donc accompagner les acteurs pour pouvoir, proposer des garanties de performance énergétique à la maîtrise d'ouvrage, et qui peut être aussi un levier financier. Les lieux communs, donc on a une grosse partie de ce projet qui est dédié pour développer des lieux communs, donc un peu comme des tiers-lieux du bâtiment et donc faut imaginer et donc qu'on a choisi d'appeler les préfab labs. Donc faut imaginer un lieu qui peut, contenir à la fois, des bureaux partagés, des, outils de production, mutualisés, des lieux de formation, des lieux, un labo d'expérimentation, de tests. Donc voilà, on peut imaginer une diversité d'usages dans ce lieu commun, mais qui sera vraiment un lieu pour avoir de la rencontre, permettre la rencontre et la coopération entre les acteurs du bâtiment. Et donc ça, aujourd'hui, on explore des possibilités d'en déployer, en Pays de la Loire, en région Hauts-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes. Sur les modèles économiques, donc quels sont les freins économiques des PME et travailler du coup avec les acteurs de la finance pour, développer des innovations financières pour pouvoir, répondre à ces freins. Par exemple des fonds mutualisés, imaginez, diverses solutions possibles. Donc ça, c'est, une action qui est encore en cours. Accompagner également les PME dans la mise en valeur de leurs, offres et donc dans la communication de leurs offres. Et enfin et je termine par ça, parce que là, vous allez me dire: «Mais quel est le rapport avec le Carbon Tracker Tool?» Et donc le voilà, accompagner également les acteurs dans le choix des solutions techniques et donc notamment pour des, solutions qui sont moins carbonées et donc c'est dans ce cadre-là, que s'inscrit, le Carbon Tracker Tool qu'on va aller explorer un peu plus en détail.
Voilà un peu pour la présentation globale des différents axes du programme Cosmi-Réno. Et c'est vraiment ce programme-là, porté par l'Europe à travers les programmes LIFE, qui a permis de financer le développement de cet outil. Et je vais maintenant laisser la parole à Romain. Donc Romain qui fait partie des équipes Ressort et qui a pu tester l'outil, comprendre comment il fonctionne, faire des petites vidéos pour pouvoir vous accompagner dans son utilisation. Et donc là, Romain va nous faire la présentation de l'outil et Louis qui est là en support expertise, qui est la personne qui a développé cet outil et qui pourra rentrer dans le dur si vous avez des questions très techniques sur les calculs qu'il y a derrière tout ça. Voilà, c'est Louis qui pourra répondre à ces différentes questions. Et donc, pour information, c'est un outil, donc c'est une calculette Excel qui a été développée sur la base des données de l'outil Totem, qui est un outil en open source développé par Buildwise, qui est l'équivalent du CSTB mais en Belgique. Et du coup, voilà, ça permet. Le Totem, il est plus fait pour faire de l'analyse de cycle de vie, alors que là, l'outil carbone, ça va être vraiment sur la partie calcul pur carbone. Mais voilà, ça s'appuie sur ces outils-là. Et donc, on a différentes structures, organisations qui ont pu tester cet outil-là, et notamment Rabo Dutiol, qui fait partie du consortium de partenaires de Cosmi-Réno et qui a pu également participer au test. Voilà, et je vais m'arrêter là. Et on a une phase, donc on va avoir à peu près 15-20 minutes de présentation et ensuite une phase de questions-réponses. Donc n'hésitez pas au fil de l'eau à mettre vos questions dans le chat et on pourra y répondre à la fin. Et on gardera un temps aussi pour parler du fait que c'est un outil open source, qu'on est très preneur de vos recommandations, de vos commentaires et que l'objectif, c'est de le faire vivre ensemble. Voilà. Merci Estelle. Là. Ok, merci Estelle, super. Donc je me présente, Romain Maire, je travaille également chez Ressort et j'ai épaulé Estelle sur la mise en valeur de cet outil Simple Carbon Trap. Je l'ai lu. Ah, pardon. Mais je compte le lire justement pour la rencontre que j'ai avec lui. Ah, pardon, Mohamed, on vous... Ouais, j'ai désactivé son micro. Ok, merci. Moi on m'entend, donc c'est bon. Donc je disais oui, j'ai épaulé Estelle dans la mise en lumière et les petits tests de l'outil Simple Carbon Tracker. On voudrait quand même saluer particulièrement Buildwise, donc qui est quand même à la manœuvre de la conception et de la mise en œuvre de la petite calculette. Et donc on a la chance d'avoir Louis avec nous aujourd'hui qui va pouvoir répondre à vos questions. Si toutefois elles étaient de nature très technique et que je ne pouvais pas y répondre. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais juste vous rappeler deux petits endroits qu'il est important que vous connaissiez, donc je vais partager mon écran. Le premier endroit, le site ressort.life, donc c'est à cet endroit que vous pourrez trouver tout un ensemble alors déjà la présentation des projets portés par Ressort, mais aussi pour ce qui nous concerne, si vous cliquez sur la page commun, vous allez retrouver l'ensemble des ressources open source qui sont mises à disposition par Ressort, donc des formations, des solutions et autres, mais aussi les outils pratiques. Donc en l'occurrence, l'outil Carbon Tracker est ici, et en cliquant dessus, vous arrivez sur un dépôt Google Drive dans lequel vous pouvez télécharger les vidéos tutoriels et l'outil en lui-même. Par ailleurs, la deuxième page que je vous invite à aller visiter, c'est celle d'Energy France sur YouTube. Et à l'onglet vidéo, vous retrouvez là les deux versions tutoriels pour le Carbon Tracker. Donc ces tutoriels, ce sont un guide pas à pas de la manière de prendre en main l'outil. Voilà. Et donc, je vais directement passer sur l'outil. Donc, une fois que vous le téléchargez,
vous l'ouvrez. Alors l'outil est fait avec des macros qui sont nécessaires à son utilisation. Donc il faut activer les macros pour qu'ils puissent fonctionner. Et vous arrivez sur une page tutoriel pas à pas. Donc là, ça vous explique les différentes étapes de l'outil et ce qu'on peut faire avec. Juste en préambule quand même, avant qu'on rentre dans le guide pas à pas, un petit peu là, dans les minutes qui vont venir, c'est important de rappeler le contexte d'utilisation de cet outil. Comme l'a dit Estelle, effectivement, c'est un outil qui est basé sur des données scientifiques et sur des méthodologies reconnues, notamment des normes européennes pour le calcul d'analyse de cycle de vie. Néanmoins, ça se veut un outil qui est un outil simple d'utilisation pour des situations d'études simples également. C'est-à-dire que si vos attentes sont celles de réaliser des calculs approfondis d'une analyse de cycle de vie, de réaliser des études carbone dans un cadre réglementaire et reconnu, cet outil n'est pas fait pour ça. Cet outil il est vraiment fait, il est vraiment fait pour un premier calcul comparatif entre deux solutions pour évaluer un petit peu l'impact carbone de l'une et de l'autre, pouvoir se donner une idée du poids carbone, la répartition des émissions carbone sur les différentes étapes du cycle de vie d'un produit. Et c'est tout. Il n'a pas pour vocation à avoir une application réglementaire, que ce soit en Belgique ou en France. Et il n'a pas pour vocation non plus à réaliser des ACV complexes pour monter par exemple des FDES produits dans le cadre d'un dépôt sur la base de données INIES ou autre. Voilà. Donc c'est vraiment un outil simplifié qui se prend en main très rapidement, qui permet d'avoir des résultats qui sont relativement fiables. Euh, mais vraiment en amont des projets pour se faire une idée entre une solution ou une autre. Voilà, c'est important de rappeler ce contexte. Alors, comment se présente l'outil? Très simplement, vous avez plusieurs étapes d'utilisation qui sont décrites ici dans l'onglet tutoriel, donc avec un code couleur. J'ai vu Louis qui a mis un code couleur, donc l'étape 1 en bleu, l'étape 2 en jaune, l'étape 3 en vert. Et voilà. Avant de plonger dans la construction de vos parois, donc en gros, comment on fait? On décrit une composition de parois. Donc si on va sur un onglet bleu, par exemple, là, le premier, mur type 1, on décrit une composition de parois composée de plusieurs couches. Donc en gros, il faut imaginer que vous faites une section de votre paroi et vous décrivez l'ensemble des couches par épaisseur. Pour ensuite obtenir des résultats affichés sous forme de graphique sur l'impact carbone de la paroi que vous avez décrite. Mais avant de commencer, il est important d'aller dans l'onglet Data pour vérifier deux, trois trucs. La première, c'est que vous avez bien là une ligne qui s'appelle Mix France Chauffage ADEME 2024. Donc en gros, ça c'est le contenu carbone du mix électrique en France pour l'usage chauffage, ainsi que les DJU ici, donc qui sont les degrés jours unifiés, donc qui sont une unité de mesure de la rigueur climatique. Donc là, c'est la valeur moyenne française. Si toutefois vous avez besoin de plus de précision et donc d'appliquer une valeur de DJU d'une année particulière ou d'une zone climatique particulière, vous pourrez retrouver à cette adresse ici l'ensemble des DJU historisés publiés par le gouvernement français. Voilà. Et vous pouvez également remplir la durée de vie sur laquelle vous souhaitez étudier l'impact carbone du produit que vous allez étudier. Enfin, vous avez la possibilité de décrire le rendement de la production du système de chauffage. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est simplement combien d'énergie il faut en entrée du système pour pouvoir produire 1 kWh de chauffage en sortie. Donc typiquement, si on écrit 2,5, ce serait le COP d'une pompe à chaleur. Et donc là, vous pouvez très bien saisir 3, 3,5, 4, suivant le type de pompe à chaleur que vous avez,
ou alors des 0,92 si vous êtes en chauffage gaz sur une chaudière condensation. Donc vous avez un petit moyen mnémotechnique là en commentaire de la cellule. Et donc là, on va rester sur 2,9, pardon, sur 2,9 pour une pompe à chaleur. Voilà. Si vous avez des questions, d'ailleurs, ça me fait penser, si vous avez des questions, je vois qu'il y a des... Pardon, non, il y a un petit commentaire. Si vous avez des questions, vous avez un onglet Q et R, questions-réponses en haut. N'hésitez pas à les poser là et on y répondra au fur et à mesure après. Donc si je retourne, et d'ailleurs, Louis, si tu veux apporter des précisions sur ce que je raconte, tu es le bienvenu pour intervenir, évidemment. Donc si on se rend sur l'onglet mur type 1, donc, qui serait par exemple notre première paroi étudiée. On voit là qu'on a décrit donc couche par couche en partant de l'extérieur d'abord, donc l'extérieur en haut et l'intérieur à l'intérieur, une certaine paroi qui représente les différents composants du mur. Donc ici, vous avez le type de paroi. Donc à chaque fois, ce sont des menus déroulants pardon, qui vont chercher dans l'onglet base de données matériaux, on le verra plus tard, pour indiquer le type de composant. Ensuite, une précision sur le composant. Donc par exemple, si on va là, on a des enduits, des bétons, l'isolation, la maçonnerie, etc. Si on va un peu plus bas, sur l'isolation, on peut retrouver différents produits d'isolation. Donc là, vous faites la description. Quand vous choisissez, évidemment, l'ensemble des données se met à jour sur la feuille de calcul. D'accord? Et là, c'est important, il faut que vous disiez si ce composant est un nouveau composant mis en œuvre dans le cadre d'une rénovation ou si c'est un composant existant. Si c'est un composant existant, l'impact carbone de sa fabrication ne sera pas pris en compte, évidemment, puisqu'il est déjà là. Donc vous avez tout intérêt à faire de la rénovation de parois. Et si c'est un nouveau composant, le poids carbone du composant pour sa mise à disposition sur chantier est prise en compte. Enfin, vous décrivez l'épaisseur du composant en question. Donc attention à l'unité, ce sont des mètres, d'accord? Donc par exemple, si vous avez 20 cm d'isolation, bah, vous mettez 20 cm ici. Si vous en avez, allez, on va dire 18, vous mettez 18 cm ici. Alors attention, vous remarquerez qu'il y a une colonne G qui s'appelle est-ce que c'est est-ce que ce sont des couches composées? Sous-entendu, est-ce que vous êtes en train de décrire plusieurs matériaux qui sont à l'intérieur d'une même couche? Si c'est oui, alors il faut que vous indiquiez la quantité de matériaux la proportion du premier matériau et du deuxième matériau à l'intérieur de cette couche. Exemple, ici on a de l'isolation et une structure bois, ça voudrait dire que là on est sur une isolation répartie dans une ossature bois. Donc logiquement ce sera la même épaisseur. Alors là je mets des valeurs un peu au pif, hein, d'accord, mais c'est simplement pour les besoins de la démonstration. Étant donné que c'est une paroi composée ici, il faut que ce soit la même valeur ici. Et vous avez 90% d'isolation en proportion et 10% de montant en bois. Voilà. Et c'est tout. Vous avez à ce moment-là décrit votre paroi, la paroi que vous souhaitez étudier. Donc c'est somme toute assez simple et rapide. Et donc une fois que vous avez ça, la feuille de calcul décompose le poids carbone, l'impact carbone sur l'ensemble du cycle de vie pour l'ensemble des matériaux qui sont déployés dans cette paroi. Donc il faut bien tenir compte du fait que c'est exprimé en mètres carrés de paroi. Donc ce que vous avez décrit en épaisseur, lui va vous fournir des indicateurs carbone par mètre carré de paroi. Donc voilà, si vous avez 100 mètres carrés de paroi de la même typologie, évidemment, pour avoir la valeur absolue d'émission carbone, il faut multiplier par 100. Et donc comment
Ah oui, non, ici, il faut aussi descendre ici, c'est bien ça, Louis, hein. Il faut descendre ici et choisir le mix énergétique qui est utilisé dans votre, enfin, sur le bâtiment que vous étudiez, quoi. Typiquement, si vous êtes à chauffage au gaz naturel, vous indiquez gaz naturel et ça fait pas du tout le même, logiquement pas du tout le même résultat que si vous utilisez de l'électricité. En l'occurrence, l'électricité, il faut bien choisir le mix France chauffage ADEME 2024. Euh, voilà. Et ensuite, donc l'analyse de la paroi en question est assez simple. Vous avez tout à gauche l'impact carbone total de la paroi, décomposé en la part liée à la fabrication, donc aux matériaux, et la part liée à son utilisation, et donc euh, l'énergie utilisée pendant la période d'utilisation que vous aviez indiquée précédemment ici, à savoir 50 ans ici. Donc on a mis 50 ans puisque c'est la période conventionnelle en France. Mais ça pourrait être différent. Vous avez l'impact carbone décomposé à la fois en termes d'étapes de mise à disposition du produit sur l'ensemble de son cycle de vie, donc depuis la production jusqu'à l'élimination, d'accord, du déchet, et qui est décomposé par épaisseur par couche de paroi, quoi. D'accord? Et enfin, l'impact cumulé sur l'ensemble du cycle de vie. Donc là, c'est les valeurs absolues étape par étape, et là, c'est l'impact cumulé. Romain, là, je peux peut-être rajouter une petite chose. Ouais. Là, sur le graphique, on a deux lignes. Donc, la ligne orange montre l'impact de la consommation du bâtiment non rénové, donc dans l'état original, où on a seulement l'impact du chauffage. Et alors, en bleu, on voit l'impact suite à la rénovation, donc grâce aux nouveaux matériaux qui ont été D'accord. ajoutés et qui ont permis d'améliorer la performance du mur. Et donc, dans ton cas, par exemple, tu as utilisé beaucoup de bois. Mais on voit qu'au début de la phase production, on va avoir un stockage de carbone. Donc, l'impact est vraiment passe du côté négatif et puis, au fur et à mesure, ça va augmenter. Ok, absolument. Et donc c'est lié à cette nomenclature nouveau, existant ou démoli, hein, c'est ça? Oui, tout à fait, c'est ça. D'accord. Donc si on ajoutait une couche d'isolant démoli, il prendrait en compte cet isolant pour le calcul de l'énergie sur la durée de vie, quoi. Ouais. Voilà. Ok, très bonne remarque. Merci Louis pour la précision. Euh, Et je crois que pour cette étape de description des parois, il n'y a rien de plus à dire, simplement, voilà, en fait. Ensuite, vous pouvez aller en bas de la feuille, dupliquer la feuille en question et vous pouvez commencer à varianter les parois pour tester différentes solutions et ensuite les comparer. Donc si je clique sur la feuille, il va simplement me créer un nouvel onglet qui s'appelle copie, donc on pourrait dire mur type 2. Et là, se dire, ben, par exemple, je veux le comparer à, je sais pas moi, là j'ai des flocons de cellulose et je voudrais le comparer à de la paille, par exemple. Voilà. Ou ah ben, on pourrait essayer. Alors là, c'est en direct live, donc si ça marche pas, c'est la faute de la démo, comme d'habitude. Mais on pourrait essayer de dire que ben là, c'est le matériau qu'on démonte, c'était 10 centimètres d'isolant en polystyrène expansé, et donc ça, c'est démonté. Voilà. Alors, ce serait peut-être pas ces caractéristiques-là. Et donc, il compare effectivement le long terme. Sur le long terme, à une paroi isolée, alors qu'avant, il le comparait pas à une paroi isolée, il le comparait à une paroi non isolée. Ok. Et s'il y a une couche, Louis, on peut faire une couche vide, hein, ça fonctionne. Ouais, ça fonctionne. Oui, normalement, il n'y a pas de bug de ce genre-là. Ouais.
Là, là on travaille sans filet, hein. Euh, ouais. Donc du coup, si on voulait par exemple comparer à de la paille, ensuite on peut aller dans le comparateur. Hop, je vais zoomer un peu, sinon on voit rien. Vous cliquez sur mettre à jour la liste. D'accord? Donc si vous aviez créé un nouveau type de mur comme on vient de le faire, et ben du coup les menus déroulants se mettent à jour et vous dites j'aimerais comparer le mur type 1 au mur type 2. Euh, donc là c'était donc le mur type 2 c'était la paille et le mur type 1 c'était je me rappelle plus flocon de cellulose. Hop, cellulose, voilà. Et donc vous avez un comparatif côte à côte des différentes solutions, ce qui permet d'avoir une vue synthétique du poids carbone sur l'ensemble du cycle de vie, de toute une série de variantes que vous pourriez faire si vous êtes dans le cas où vous aimeriez montrer une vue synthétique à un partenaire ou un client dans le cadre d'une rénovation, par exemple. Ouais. Euh, Et là, on voit vraiment bien le bénéfice de l'outil, parce qu'on a souvent dans la pratique ce genre de questions. Est-ce qu'il vaut mieux une mm, structure, si on vient isoler un bâtiment par l'extérieur, est-ce qu'il vaut mieux une structure en bois, avec quand même pas mal de bois, ou alors une structure en acier qui va être beaucoup plus fine? mm. Donc on peut très vite comparer différents scénarios et directement avoir une idée de l'impact carbone. Le, Exactement. Et donc l'avantage de cet outil, c'est que il y a un onglet base de données matériaux qui est fourni avec un certain nombre de matériaux décrits, mais tout à fait possible d'en ajouter pour qu'ils soient pris en compte dans l'outil. C'est-à-dire que si vous avez en vue un produit particulier pour lequel vous avez une fiche de données, vous pouvez très bien l'ajouter. Il faudra tout simplement, par contre, aller récupérer les valeurs de coefficient A1 à C4 pour compléter l'ensemble de ces colonnes-là. Notamment par exemple sur la base de données INIES qui est alimentée en permanence avec des mises à jour d'analyse de cycle vie de produit. Mhm. Et donc pour faire ça, il suffit d'insérer une ligne. Louis, ça fonctionne? Ou on se met à la suite là? Ça devrait, ou on se met à la suite, ouais. Voilà. Donc, si vous voulez décrire un isolant particulier, vous le décrivez là, vous allez sur le site, la base de données INIES, ce sont des données qui sont en libre accès, et vous pouvez tout à fait le décrire. Mhm. Une petite remarque là, c'est que les unités sont toujours en mètres cubes. Ah oui, Donc il faut faire attention. Parfois, quand on regarde une fiche DEP, donc déclaration environnementale de produit, on peut avoir l'impact carbone pour une couche de 20 cm. Donc il va falloir multiplier par 5 pour avoir cet impact-là en mètres cubes. voilà, exactement. Donc, ce sont bien des mètres cubes, donc un Ouais. mètre carré de surface pour 1 mètre d'épaisseur. Donc, il faut, voilà, faut faire un petit produit en Ouais. croix. Mais simplement, c'est pour ensuite pouvoir recalculer les bons ratios quand on décrit des Ouais, épaisseurs ici. exactement. Voilà. Et enfin, la dernière utilisation possible, c'est celle de la description d'un bâtiment complet, qui là, cette fois-ci, nécessite que vous décriviez chacun des éléments du bâtiment, à savoir la composition d'un mur. Donc là, vous faites le mur 1. Donc là, c'est la description pardon, de l'ensemble des parois s'il y a des typologies diverses de parois, avec les surfaces qui rentrent en jeu. Vous avez, je sais pas moi, 150 mètres carrés d'une première paroi, 50 mètres carrés d'une deuxième paroi, etc., etc. Pareil pour les toitures. Donc là, on va pas faire directement le, le calcul, mais donc vous décrivez également la composition des toitures.
Et l'outil fait le calcul énergétique et d'impact carbone global sur l'ensemble du bâtiment. Et donne un résultat du coup en valeur absolue de kilos de carbone équivalent émis avec la répartition pour la part consommation d'énergie sur la durée indiquée précédemment et sur la part matériaux. Voilà. Et donc, l'outil carbone est donc relativement simple comme vous l'avez vu. Ça requiert une petite prise en main si on veut insérer des matériaux. Mais en tout cas, les calculs se font assez rapidement avec des visualisations qui sont quand même assez claires et surtout la capacité de comparer à l'état existant et des solutions entre elles pour savoir laquelle est est la plus intéressante en termes d'impact carbone, quoi. Voilà. Et donc, ce qu'on souhaitait aussi aborder avec vous, c'était le fait que, je vais arrêter de partager mon écran, c'était le fait que, comme l'a dit Estelle au départ, cet outil est un outil qui a pour vocation à être largement partagé et amélioré. Comme vous l'avez vu, c'est un outil qui est un peu technique. L'ergonomie pourrait être améliorée. On pourrait enrichir un peu la base de données. Euh, pour autant chacun, enfin tout un chacun peut le faire. Le but étant de mettre en commun au maximum les efforts qui sont mis dans l'amélioration de l'outil. Et donc ressort, tout comme l'ensemble de l'écosystème Energy Sprong s'inscrit dans une philosophie de open source en fait. Nous, notre but, c'est de maximiser l'impact des travaux qui sont fournis par les différents consortiums auxquels on appartient sur les projets européens de coopération, que l'ensemble des initiatives qui sont qui sont prises par les acteurs en faveur de la transition engagée et ambitieuse puissent être largement partagées et largement relayées. Et donc, avec cette mise en commun des efforts, la volonté, c'est de pouvoir maximiser notre impact. Et donc, cet outil ne déroge pas à la règle et s'inscrit également dans une démarche open source. Donc, pour le moment, on n'a pas structuré un site de dépôt de l'outil et de mise en commun des idées pour son amélioration. Mais en tout cas, si vous êtes intéressé pour déjà prendre en main l'outil et pour faire des suggestions, ne serait-ce que des suggestions d'amélioration, voire même si le cœur vous en dit de faire des améliorations avec nous sur l'outil, on serait ravis. En tout cas, faites-vous connaître. On vous adressera à la suite de ce webinaire un petit mail avec un récapitulatif, les liens qui vont bien, ainsi qu'une adresse de contact. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, à nous donner vos idées d'amélioration et à vous signaler toute volonté de participer à l'effort d'amélioration avec Buildwise et Ressort. Voilà. Et donc, tu veux faire une petite conclusion, Estelle, avant qu'on passe aux questions-réponses, s'il y en a? Et ben non, je n'ai rien de spécial à rajouter. Merci beaucoup pour Ok. cette présentation. Oui, c'était plus, comme on n'est pas très nombreux, je pense que s'il y a des questions, vous pouvez directement allumer votre micro et la poser. Donc en tout cas, dans le chat, il n'y avait rien. Et peut-être nous partager, est-ce que ça vous semble être un outil utile? Est-ce que vous pourriez envisager de l'utiliser? Enfin voilà, ça nous intéresse aussi d'avoir un peu un retour d'expérience là-dessus de l'usage que vous pourriez en faire. Oui, Charlotte? Oui, bonjour, merci pour la présentation. J'ai pas particulièrement de questions là à chaud. J'ai un collègue qui m'a demandé de suivre ça pour lui. Je pense que lui, il en aura plein.
En fait, donc, je travaille pour la filière forêt-bois, donc Fibois Nouvelle-Aquitaine. Donc, je suis basée à Bordeaux. Et en fait, il y a quelques années, la filière a développé l'outil, le simulateur des biosourcés, qui en fait fonctionne un peu sur le même principe si vous voulez aller regarder. Mais je pense que votre outil est un peu plus poussé. C'est une bonne chose Ok. pour nous. Euh, je peux vous mettre le lien là, d'accès dans la conversation. Entier. C'est exactement pareil, c'est un tableur Excel avec, on peut composer sa paroi. Alors, nous, on l'utilise beaucoup pour regarder les stocks carbone, mais à la base, c'était pensé pour répondre aux enjeux de la RE 2020 et du coup accompagner les maîtres d'ouvrage pour qu'ils puissent regarder justement en amont des projets où ils en étaient par rapport à lycée construction et l'impact carbone. Bah, c'est ça, de toute façon, lycée construction. Et ce que je voulais dire, c'est qu'aussi la filière bois développe ses propres FDES, donc soit par métier ou sinon en fait on regroupe aussi, donc c'est sur DE Bois, le site il s'appelle, et là-dessus on retrouve des données du coup plus fiables parce que du coup sur la base Inès c'est des données génériques, donc qui sont pas toujours qui vont pas toujours en faveur des produits bois. Donc voilà, je sais pas si c'est quelque chose qui peut être précisé sur votre outil, justement la source, les sources des FDES ou que les gens, quand ils veulent créer des nouveaux matériaux, surtout que dans les filières biosourcées, il y en a à l'appel des nouveaux matériaux qui sortent au quotidien. Donc voilà, c'est peut-être un petit plus qui peut être apporté. Ok, merci Charlotte pour ces retours, c'est très instructif et oui, avec plaisir pour peut-être si on pourra échanger par mail par la suite pour voir de quelle manière on peut effectivement intégrer ces recommandations dans l'outil. Et notamment, moi, du coup, j'avais une contre-question, c'est ces FDES sur le site ressources que vous venez d'indiquer. Est-ce Ouais, que ce sont donc elles sont tout à fait officielles et reconnues, et elles peuvent être utilisées ouais, dans le milieu du bâtiment, on est ouais. d'accord? Alors il y a Ok. même, donc il y a DE Bois, donc ça c'est porté par la FNB, je crois. Bon, Donc d'accord. Fédération nationale du bois, et il y a DE Bois de France, parce qu'on aime les choses simples, où là c'est pour les produits vraiment français. Donc c'est porté par le label Bois de France qui certifie que les produits sont à la fois issus de forêts donc de bois français, mais Mhm. transformés aussi sur le territoire français. Ok, Donc là c'est des choses plutôt favorables ok, à la filière. merci. Est-ce que vous pouvez juste répéter le deuxième site que vous avez dit? DE Bois de France. Non, bah, le troisième du coup. Ah, il y a DE Bois et DE Bois de France. Ah oui, d'accord. Ok, je vois. Voilà, je les mets. Est-ce qu'il y a d'autres Euh, commentaires, questions? Alors, Je dans dirais peut-être. les questions-réponses, il y avait, on va peut-être les prendre dans l'ordre et après on pourra peut-être passer au truc. Il y avait l'idée de, est-ce que l'outil prend en compte le réemploi? Donc, est-ce que l'outil prend en compte le réemploi? Ça veut dire que faudrait s'affranchir du poids carbone de la production et de la matière première. Euh, donc, je te laisse répondre, Louis, j'ai une idée, mais Oui, bon, je préfère ben que tu oui, répondes. la réponse est oui. En fait, il suffit de dire, donc pour chaque élément, on peut dire s'il est existant, démoli, nouveau. Et donc dans le cadre du réemploi, on pourrait dire qu'il est déjà existant. Donc ça va euh, éliminer du calcul les phases de production. Donc la phase s'appelle A1, A3. Euh, ouais. Ah oui, donc Donc tu le fais comme il y a si moyen, c'était une façade existante, même oui, si comme c'est si c'était rapporté, oui, mais que c'est du on réemploi. Ouais. pourrait le simuler comme si c'était un matériau qui est déjà Hmm. sur place, quoi. Mm. Hmm. Ou s- À vérifier quand même avec. C'est vrai qu'il y a quand même des petites nuances. Il y a quand même le transport donc, qui il va faut pas être J'allais pris en dire. compte et qu'il Ouais. faudrait quand même, dans le cadre du réemploi, Mm. prendre en compte. Mais là, ouais, c'est vrai que on atteint un peu peut-être déjà les limites de l'outil. Mm. Euh, Sinon, mais il ouais, faudrait l'indiquer comme une paroi ouais. nouvelle, mais simplement dans l'onglet base de données des matériaux, Oui, supprimer tous les
tous les poids carbone A, donc de A1 à A5. Non, A1 et A3, pardon, garder A4 et A5, qui sont le transport et la construction, Ouais, peut-être. tout à fait. Bonne idée. Ça marche pas très bien aussi. Alors, Erwan lève la main, et il s'agissait du coup de sa question, donc je vais le laisser. Vas-y, allez-y, Erwan, Oui, vous pouvez. c'était juste pour une précision sur les référentiels qui existent déjà pour valoriser le réemploi. Et en fait, ils considèrent que l'impact carbone de tout le cycle de vie est égal à zéro. Alors bon, ça peut être un peu dommageable, mais en tout cas, que ce soit sur le BBCA, le BRIM, etc., considèrent que c'est égal à zéro. D'accord. Donc après, ça dépend dans quel cas est-ce que c'est valorisé. Dans le cas d'une ACV dynamique, effectivement, il faudrait intégrer ça. Enfin, ACV dynamique style RE20. Mais voilà. Après, je dirais, ça dépend aussi dans quel cadre est-ce qu'on veut se placer ensuite pour faire l'étude plus poussée, s'il y a besoin comme ça d'avoir des certifications ou autre, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, une précision, cet outil ne tient pas compte du dynamisme de la CV, hein. La CV dynamique n'est pas retranscrite dans cet outil. La CV dynamique, c'est prendre en compte le fait que les émissions qui sont émises un peu plus tard ont moins d'impact que celles émises plus tôt, quoi. Donc, là, c'est une ACV statique. Ok, très bien. Il y avait une autre question, bah, c'était vous, Erwan, de nouveau. Ajouter un outil de calcul du point de rosée. Ok. C'était pas l'objectif initial, mais si c'est pas trop compliqué à mettre et que c'est utile, bah, pourquoi pas. Oui, Euh, c'est vrai qu'une fois qu'on a les couches et les différentes valeurs de conductivité thermique, on pourrait calculer ça. Après, il y a des outils existants comme, je pense, un outil allemand qui s'appelle Ubacus, je crois, qui fait déjà ça assez bien. Euh, on pourrait. On doit encore en discuter avec Romain, mais on pensait aussi mettre l'outil sur GitHub, par exemple, pour que les gens puissent se l'approprier ou proposer des améliorations. ouais. Mais en tout cas, je vois qu'il y a de l'intérêt à proposer des améliorations, donc c'est chouette. Ouais, ouais. Merci pour ça. Et quelles sont les températures de consigne pour le calcul de l'énergie? Et là, je ne sais pas répondre à cette question, donc Louis, je vais te laisser répondre. Donc, au niveau de l'énergie, on s'est basé sur une méthode simplifiée, qui est la méthode utilisée dans l'outil belge Totem, des degrés jours équivalents. Donc, on regarde sur un an les températures extérieures euh, pour calculer ben, le- les besoins de chauffage du bâtiment. Hmm. C'est une méthode très simplifiée qui va regarder seulement les transmissions énergétiques au travers de la paroi. Donc, on ne regarde pas aux pompes thermiques, aux pertes euh, via la ventilation, à ce genre de choses. Donc, ça reste un calcul très, très basique, hein. C'est juste pour se donner euh, une première idée, quoi. Hmm. Donc C'est si vous correct, mais c'est prenez, approximatif. ouais, ouais. Donc si vous prenez en compte les DJU qui sont fournis par le gouvernement français, ça impliquerait du coup une température. Les DGU sont calculés à 18 degrés pour tenir compte Hmm. des apports internes, équivalent à 19 degrés. Donc, ce serait une température réglementaire, on va dire. Ouais. Euh, Ok, ouais, il n'y a pas moyen de faire varier cette température-là dans le cadre du calcul. en incrémentant les DJU, simplement. Ouais. D'accord. Ouais. Si vous prenez un DJU 1000, enfin le DJU de la base de données du gouvernement là, il faudrait calculer à peu près la période de chauffage et rajouter 1 degré fois le nombre de jours si vous voulez augmenter la consigne de 1 degré par exemple, fois le nombre de Mhm. jours de la période de chauffage. Donc je sais pas, on pourrait simplifier à 6 mois. 6 mois ça fait 180 jours et quelques. Bon bah faudrait rajouter 180 DJU pour l'équivalent de la température de consigne. Bon, après ça c'est quelque chose qui pourrait être un petit, une petite fonctionnalité aussi très approximative mais quand même indicative de l'augmentation de 1 degré euh, qui pourrait être ajouté à l'outil éventuellement. Ouais.
Et donc, vous pouvez modifier les degrés jour équivalents dans l'onglet Data. Et alors, au bas de l'onglet Tutoriel, vous avez la formule qui est utilisée pour ce calcul. Alors, attendez, je vais repartager mon écran. Hop. En bas. Ah, en bas du tutoriel, exactement. Ouais. Alors, l'onglet data, les DJU étaient ici, d'accord? Et donc, ils sont dépendants de... Alors, faut bien le mettre, si vous utilisez par exemple le gaz naturel et vous voulez comparer à l'électricité, il faut bien mettre les mêmes ici et là. Pareil, ça peut être une piste d'amélioration de l'indiquer qu'à un endroit. Et la formule est indiquée en bas de l'onglet tutoriel. Et donc, hop, 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 C'est là dans la case jaune. la case jaune. Voilà. Là, ouais, exactement. Donc là, c'est la version belge des DJU. Et donc, il ne s'applique pas exactement pareil sur les DJU français. Mais par contre, l'idée physique derrière est la même, hein, donc, Ouais. ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Moi, je voudrais encore souligner tes vidéos tutoriels qui sont vraiment super. Donc, parce que Charlotte disait qu'elle suivait aussi pour un collègue. N'hésitez pas à rediriger ses collègues vers les vidéos tutoriels de Romain. On mettra le lien. Merci pour le super. On mettra le lien dans le mail récap qu'on vous renverra. Donc le lien vers le site ressort où vous pouvez télécharger l'outil dans sa version française, donc avec les DJU déjà indiqués, le bon mix carbone. Et avec le lien vers la page YouTube de Energy Sprong où vous pourrez trouver toute une tas de ressources vidéo incluant donc les deux tutoriels, une version courte et une version longue pour les plus patients d'entre vous. Super. Et je crois Eh qu'on ben, en a s'il fini. n'y a pas d'autres questions, eh ben, Non, merci. merci beaucoup à tout le monde. Merci d'avoir suivi ce webinaire. Merci à Romain et Loïc pour la présentation. Et ben, bonne soirée à tout le monde et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez d'autres idées, d'autres besoins pour toujours plus de rénovation. Merci. Au Bonne revoir. soirée. Merci, au revoir. Merci, au revoir.